Hey, salut la famille. Bon, on est à Lille, donc le but c'est qu'on aille rejoindre Greg là, enfin qu'on retrouve Greg, ou plutôt qu'on trouve le métro pour commencer, qui est censé être en face de moi, si j'ai bien tout compris. Donc voilà, écoutez, on va se retrouver d'ici, je sais pas, une petite heure, le temps que j'arrive chez Greg et que je vous explique qu'est-ce que je fous là et pourquoi je suis à Lille. Bisous tout le monde. Hey, coucou la famille. Bon, je vous récupère juste. Non, en vrai, je pense que je vais. Tu vas utiliser lui? Ouais, je vais l'utiliser lui, je mettrai sur l'ordi et puis je le. Ah, mais oui, il y a ton ordi, très bien. Puis, j'ai mon câble, on transfère avec mon câble sur ton ordi. Parfait. Attends, prends mon. Bon, donc, la famille, je vous explique. En gros, je suis à Lille ici avec Greg, donc Grégoire Rose, pour ceux qui regardent ma chaîne depuis un moment. Ouais, voilà, les dates, vous connaissez. En gros, bon, bah, les Rose, je vous les présente plus, hein, les gens qui m'ont hébergé à Paris pendant presque 2 ans, quand j'étais au départ à la rue et ensuite chez eux. Et donc Greg, c'est le petit de la famille, c'est le boao. Donc voilà, et pourquoi tu m'as invité ici à Lille aujourd'hui? Alors pourquoi je t'ai invité ici? Premièrement parce que j'avais envie de te voir, ça c'est quand même la première raison. C'est important. Et puis deuxièmement parce que j'ai un projet avec l'ICAM, donc avec mon école. C'est ce qu'on appelle un récit de vie. C'est-à-dire qu'on fait une interview d'une personne voilà, qui a vécu des choses assez importantes, qui a vécu des choses voilà, fortes et qui pourrait nous apprendre beaucoup de choses. Donc j'ai quand même assez rapidement pensé à Yelena parce que vu notre expérience et je savais que ouais, elle a vécu pas mal de choses et qu'elle peut apprendre beaucoup de choses, tout en sachant que c'est l'inverse, complètement l'inverse de moi. C'est-à-dire que elle a vécu, donc t'as vécu dans la rue, alors que moi voilà, j'ai un peu mon chemin tracé déjà. Je suis un peu dans la société, tout ça, donc c'est ça que je trouve très intéressant. Donc voilà, donc gros projet, puis moi ça me touche grave que tu me fasses faire ça. Ça me touche pourquoi? Parce qu'il a l'ICAM, ce petit merdeux, donc école supérieure. Il a eu un bac Stanislas, s'il vous plaît, au lycée Stanislas à Paris, donc c'est une tête. Franchement, le grec, c'est une tête, et ça me touche de pouvoir participer à un de ces projets d'études, simplement. Voilà. Donc voilà, donc on va attaquer. Je vous laisse la vidéo tourner, je sais pas ce que je vais vous montrer, pas vous montrer, vous couper ou pas, et puis voilà. Chouille, on est parti pour l'interview. Je vais fermer la porte. Donc voilà, je vais te demander, c'est une question assez générale, qu'est-ce qui te caractérise? Qu'est-ce qui, lorsque tu penses à ta personnalité, à toi, voilà, qu'est-ce qui ressort assez rapidement? Je parle de, forcément, oui, peut-être qualité, peut-être défaut, mais voilà. Des maîtres mots, moi j'appelle ça. Exactement. Liberté. D'accord. J'ai un très fort besoin de liberté. Okay. Par rapport à la parole, c'est-à-dire que tu parles manifestement pas mal. Ouais. Tu t'aimes bien parler. Beaucoup, mais ça me caractériserait peut-être pas tant que ça. Ce qui va me caractériser, c'est plus le fait d'être très cash et sans filtre. Donc de pousser les gens à parler cru en fait. Je suis une personne très crue et des fois ça peut plaire comme déplaire selon certains milieux. D'accord. Ok. Ensuite la question suivante c'est quel est ton mode de vie? Voilà. C'est comment, enfin voilà. Qu'est-ce que tu caractériserais ta vie, comment tu la vois en quelque sorte? Depuis début janvier, donc depuis début 2019, il est avec mon sac à dos, ma tente, mes chaussures de rando et puis la route. Donc je trace la route. Je marche beaucoup. Mais je fais pas que marcher, je fais pas que dormir en tente ou à la rue, je dors aussi beaucoup chez des amis et des anciennes connaissances. Donc tu dis par rapport à la rue, voilà, j'ai l'impression que tu as une proximité avec la rue. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus en fait? Depuis mes 13 ans, j'étais en foyer. Donc quand mon père est rentré en prison quand j'avais 13 ans. J'étais en foyer et j'ai fait beaucoup de fugues. Donc la rue, je m'y suis retrouvée très jeune. À 13 ans, j'ai passé mes premières nuits dehors à la rue. À 16 ans, j'ai fait des très longues fugues de plus de 6 mois. Donc j'étais à la rue pendant 6 mois de l'année. Et c'est un peu devenu une valeur refuge, un endroit où j'ai mes habitudes, j'ai mes points d'ancrage. En fait, c'est un peu une personne lambda, quand elle va aller au boulot et être à son appartement, elle va avoir l'impression d'être dans ses habitudes, dans son petit mood, d'être bien quoi, dans ses basques. Et ben moi, quand je suis à la rue, j'ai l'impression un peu de retrouver mon univers, de retrouver mes habitudes de vie, de retrouver voilà, la rue pour moi c'est une maison refuge quoi. Et la question du coup, parce que la rue,
lorsque tu vis dans la rue pendant 6 mois comme ça, tu es en marge un peu de la société. Ah oui, beaucoup. Donc, enfin voilà, comment tu te sens par rapport au reste de cette société-là? C'est-à-dire que comme la majorité des personnes sont dans la société, voilà, comment tu te sens par rapport à ces personnes-là? J'ai toujours dit que j'étais un peu le cul entre deux chaises parce que je me vois pas profondément SDF, même si je le suis, parce que la définition du SDF, littéralement, c'est sans domicile fixe, et je suis sans domicile fixe, mais je me sens pas littéralement l'SDF de la vieille école, le vieux que tu vas croiser devant ton supermarché avec sa bière à la main. Je suis pas comme ça. Je me catégorisierais plus de routarde, mais en même temps, j'ai quand même un petit pied dans la société parce que j'essaie de trouver des petits boulots, de me poser des fois, de me stabiliser quelques mois, je veux pas plus. mais je suis pas, je pourrais pas trop te catégorifier parce que je suis entre deux quoi. Parce qu'effectivement les SDF, enfin dans l'inconscient collectif, on voit le SDF comme... voilà, malheureusement, on voit souvent le vieux un peu bourré, qui fait rien de ses journées, qui est sale. Mais il y a d'autres comme mais ça, pour moi, c'est ce que j'appelle le zonard, en fait. Le SDF zonard, c'est le mec qui est toujours dans la même ville, qui est toujours avec les mêmes fringues, qui vit dans les mêmes squats, qui fréquente les mêmes gens bourrés, qui a les punks à chiens aussi souvent, qui sont comme ça. C'est une autre catégorie d'ailleurs de gens. Moi je suis plus routarde, donc un routard pour moi c'est la personne qui est comme moi, voilà, qui va prendre son sac de rando, qui part avec son matériel et qui n'est pas toujours dans la même ville, qui n'est pas toujours au même spot pour faire la manche ou pour gratter les mêmes gens ou pour voir toujours... En fait je bouge tout le temps de partout et je prends les opportunités qu'on me donne. Donc si on me propose du taf chez un particulier, que c'est quelque chose qui est dans mes cordes, mais je vais taffer à côté, je vais pas juste rester là à la rue à rien faire. Donc c'est un milieu différent, puis même quand je taffe pas, je vais voyager ou je vais me démerder pour... quand j'ai un RSA, je touche le RSA, quand je touche mon RSA, si j'ai envie de bouger, je vais en priorité prendre de l'argent sur mon RSA pour faire mes voyages, et après me débrouiller à droite à gauche avec les gens pour pouvoir manger, pour pouvoir dormir, pour pouvoir... Voilà. Donc je bouge. C'est comme tu dis, comme tu dis le cul entre deux chaises, parce que t'es en soi, administrativement, t'es une SDF, mais tu ne portes pas... Administrativement, même pas. Je peux même pas être considérée comme une SDF parce que je touche le RSA. Et je touche le RSA et une adresse fixe. Donc pour le coup, administrativement parlant, non. Mais parce que je gruge, c'est-à-dire que s'ils viennent contrôler au jour d'aujourd'hui cette adresse-là, tu la connais très bien d'ailleurs, cette adresse-là, il n'y a plus personne. Donc je me fais... en fait, si je me fais contrôler, on m'enlève le RSA concrètement. Donc effectivement, c'est entre deux. J'ai une question qui est assez importante. Et je sais pas si tu peux répondre précisément. C'est combien de temps tu as passé dans combien de temps t'as passé dans la rue en tout? Je te demande J'avais calculé une fois. En termes de et c'était de mois, voilà. Ça compte pour des années pour le coup. Des années. J'avais calculé une fois et c'était sans compter la période où nous on s'est rencontrés. Donc c'était avant que je sois à la rue en 2016 et il y en avait déjà pour 18 mois de rue. Donc 18 mois ça fait presque 2 ans. En comptant les 6 mois que j'ai passé avant de vous rencontrer, on est à 2 ans à peu près. On a 2 ans dehors. Mais du coup, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu es dans la rue? Là, j'avais posé quelques questions. Est-ce que tu te retrouves souvent seul par rapport aux autres SDF qui peuvent être là? Voilà, comment tu te sens? Est-ce que c'est une bonne chose d'être là? Voilà, c'est juste ces questions-là. Il y a 2 écoles. Quand je suis dans la rue, quand je suis en rue, en ville, par exemple Paris, comme j'ai été dans la rue à Paris, ou à Toulon, j'ai été aussi un peu dans la rue à Marseille, à Bompard, au quartier Bompard, tu te sens pas forcément très bien parce que t'es un peu la lie de la société, quoi. Déjà, on nous regarde très rarement, ou souvent on est victime un peu de pics de gens hautains qui vont te regarder en mode « Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, tu pourrais bouger tes fesses » ou des choses... Enfin, on a des réflexions très souvent la journée, donc tu te sens pas toujours bien vis-à-vis des gens. Par contre, je me rappelle que je me sentais bien sur un truc, c'était la liberté de pouvoir, encore une fois, faire ce que je voulais. Si je voulais... c'est bête, mais tu dépends un peu des gens parce que tu as besoin de personnes pour subvenir à tes besoins. Mais en même temps, si j'en avais marre de la ville et que j'en avais ma claque, j'essayais de me mettre 2-3 sous de côté. Mais quand je dis 2-3 sous, c'est 20-30 euros. Avec 20-30 euros, je pouvais tenir une semaine en allant dans la montagne, quoi, si j'avais envie. Et là, quand t'es, donc pas dans la rue, mais quand t'es à la montagne, et à la rue, mais à la montagne, en campagne, ou dans des petits villages, ou quoi, tu ressens, mais juste une plénitude, une vraie sensation de plénitude, aucune obligation, aucune sensation d'écartèlement, d'être forcé de faire un truc que t'as pas envie,
pour faire plaisir aux gens ou quoi, t'es totalement libre. Et en même temps, effectivement, t'es très seul. Donc la solitude, c'est quelque chose qu'on ressent en permanence quand on est dehors. Le fait d'être seul, c'est tout le temps. Pourquoi ? Parce que même les gens qui viennent te voir pour te donner des sous, qui viennent te voir pour discuter un peu avec toi, ou le SAMU social, on échange beaucoup avec le SAMU social, donc, qui passe avec un camion, ils donnent des sandwichs, des choses à manger, des conneries. Mais même eux, quand ils vont venir, finalement, ça va prendre en tout et pour tout peut-être 1 heure de ta journée où tu vas être avec des gens. Une journée de 24 heures, t'es 1 heure avec quelqu'un, ça t'en fait 23 seul, donc seul avec toi-même. Et c'est pas que t'es tout seul, parce qu'il y a des gens qui peuvent passer, sauf quand effectivement je suis en pleine campagne et que je suis sur un col par exemple avec ma tante, bon là je vois personne bien sûr. Mais quand t'es dans la rue, tu vois du monde. Mais c'est dans ta tête en fait que t'es tout seul. Et ça te force à l'introspection. Ça te force à réfléchir sur le sens profond de ta vie, sur ce que t'aimes réellement, sur ce que t'aimes moins, sur... à te connaître mieux aussi. C'est des bonnes choses. Ouais, c'est positif. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était positif. Il y a des fois, c'est très dur parce qu'on n'a pas l'habitude d'être seul. On n'aime pas être seul. La plupart des gens, on n'aime pas être seul et se retrouver tout seul. Et au début, c'est très déstabilisant parce que tu penses... En fait, genre quand je fais la manche, par exemple, ça peut durer 4 heures. Bah, pendant 4 heures, je vais penser. Donc, je vais pas m'ennuyer. Les gens, ils me disent souvent, mais tu t'ennuies pas? Bah non, parce que je pense... Mais ça, au départ, j'avais pas le réflexe, tu vois, de partir dans mes pensées. Ouais. Et du coup, je m'ennuyais, puis même, je me sentais mal. Je me sentais, je me sentais abandonnée, je me sentais toute seule, j'avais l'impression que tout le monde en avait rien à foutre de moi. Alors que maintenant, bon, ça peut m'arriver de temps en temps quand je suis pas bien déjà de base, mais sinon, bah, je pars dans mes pensées et t'as toujours des trucs à voir avec toi-même, en fait, tu peux toujours aller plus loin. Mais du coup, c'est quand même un gros paradoxe, en quelque sorte, parce que tu as choisi de vivre cette vie-là, mais c'est quand même assez dur d'être dans la rue en fait. Il y a des fois c'est très dur, il y a des fois c'est très difficile. Et qu'est-ce que tu te dis dans ces moments-là? Est-ce que tu te dis, j'ai accepté cette vie, du coup je la vis, ou alors tu te dis, faut que je sorte de là quoi? Avant, je me suis dit quelquefois, faut que je sorte de là. Et en fait, les vrais moments où je me suis dit il faut que je sorte de là, c'est quand j'étais en société. Les vrais gros moments où je me suis dit il faut que je me casse, c'était pas quand j'étais dans la rue, c'était l'inverse. Quand j'avais un appart, un boulot, quand il fallait que je gère les loyers, quand il fallait que je gère des trucs que j'ai jamais su gérer en fait, parce que je sais pas faire ça, je sais pas être stable, je sais pas me gérer. Et pour le coup, c'est là où j'ai eu le plus d'angoisse dans ma vie. Donc quand je suis dans la rue et que c'est très difficile, que je suis dans des périodes dures, je me dis ouais mais meuf, rappelle-toi à quel point c'est dur pour toi d'être stable en fait. Et donc ça me redonne du booms. Et est-ce que tu pourrais juste dire quelles sont les étapes par rapport à ta vie, je sais pas, où tu as vécu, voilà, pour retracer un peu ta vie, tout ça. Alors, dans même les grandes lignes. Depuis la naissance. Depuis la naissance, c'est ce que j'allais faire. Ouais. Dans les grandes lignes, je suis née à Marseille. Ouais. Vers mes 3 mois, je suis partie à Mayotte, une île dans l'océan Indien. J'ai vécu jusqu'à mes 4 ans et demi. À mes 4 ans et demi, je suis revenue en France, j'étais à Bandol. Donc j'ai passé mon enfance à Bandol. Bandol, c'est dans le Var. C'est une ville avec tes parents. Assez bourgeoise. J'étais avec mon papa, ma mère et mon père se sont séparés quand j'avais 5 ans. Donc 4 ans et demi, 5 ans au moment où je suis retournée à Bandol. Et j'ai vécu chez mon père. Mon père a eu la garde exclusive, c'était très très rare à l'époque. Donc j'étais gardée par mon père jusqu'à mes 13 ans. On a été à Bandol et à Toulon. Donc c'est 2 villes dans le 83, assez proches dans le sud-est. Ensuite mon père est rentré en prison, moi j'étais en foyer. Et là à partir du moment où j'étais en foyer, j'ai tellement bougé, mais tellement. J'ai fait dans le Var, donc mon père est rentré en prison à Toulon. Moi j'étais à Draguignan, à l'Orgue. Après je suis partie dans le Vaucluse, à Pertuis. Ensuite, je suis partie en fugue. Je suis revenue. Ils m'ont chopé où? Moi, je suis revenue de fugue. Avignon. Avignon, l'Aveyron. L'Aveyron, j'ai été pendant 1 an. Donc là, je me suis un petit peu posée en Aveyron. Pendant 1 an, j'étais bergère là-bas, aide exploitante agricole. J'étais encore en foyer, j'avais 17 ans. Mais c'était un très très bon foyer et tout. Donc là, quand tu dis que tu étais bergère, c'est un compromis en quelque sorte. C'était les conventions de stage. Oui, les vraies conventions stage. D'accord. Mais du coup, c'était, je pense que c'était une situation qui t'allait. Ça m'allait bien, mais j'étais en foyer. C'était pas complètement dans la société. Voilà. Et en même temps, tu faisais quelque chose. J'adorais. C'était l'année de mes 17 ans, j'ai adoré.
Sauf que ce qui s'est passé, c'est que vu que j'avais fait beaucoup de fugues avant, à mes 18 ans, l'aide sociale à l'enfance, donc l'ASE, ils m'ont pas gardé en contrat jeune majeur. Et j'ai pas pu rester dans ce foyer-là parce que le directeur du foyer n'avait pas le droit de me garder s'il n'avait pas de papier. Donc là, je me suis barrée vraiment à la rue pendant un bon moment. Là. À partir de mes 18 ans, quand j'étais majeure, je suis partie à la rue pendant un an plein. Donc déjà, ça fait déjà, tu vois. Et après, à mes 19 ans, je suis tombée enceinte. Et donc j'ai essayé de me stabiliser parce que je me suis dit bon, je suis enceinte, il faut que je fasse les choses bien pour mon enfant. J'avais décidé de la garder, c'était une fille. Et donc j'ai posé mes valises chez ma mère, mais pour la petite histoire, c'était assez drôle parce que j'avais jamais vécu chez ma mère en fait. Donc la première fois que j'ai vécu chez ma mère, j'avais 19 ans et demi et j'étais enceinte. C'est très bizarre et ça pouvait pas fonctionner. On s'aime bien, mais de loin, ma mère et moi on s'adore, mais on peut pas vivre ensemble, on n'arrive pas. Et ce qui fait que je me suis posée à Pont-de-Beauvoisin, donc la ville où ma mère elle habitait. J'ai vécu pendant 1 an et demi à peu près avec ma fille. Et après ça, je commençais à être... Enfin, j'étais déprimée, j'étais très très mal. Moralement, j'ai jamais été très stable. J'ai fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et j'ai beaucoup morflé quand j'étais plus jeune. J'ai vécu des choses un petit peu difficiles et c'est pour ça que forcément j'en suis là au jour d'aujourd'hui aussi. Ça m'a fait décrocher du système. Et vers les 1 an et demi, presque 2 ans de ma fille, j'arrivais plus encore une fois à rester stable. Enfin, j'étais déprimée, j'étais super mal et je me suis foutue à la rue toute seule avec ma fille pendant plusieurs mois. Et voilà. Et ensuite, j'ai essayé de me stabiliser pour elle, ça n'a pas marché. Et du coup, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après Pont-de-Beauvoisin, donc j'ai vécu à la rue un peu avec Luna. Et ensuite ma fille, je voyais bien que elle était toute jeune et que mon mode de vie ça correspondait pas. Donc j'ai essayé de me poser mais dans un bled que je connaissais pas du tout. J'avais fait la route un peu, puis j'avais débarqué là un peu au hasard. Je connaissais un gars et son oncle, il travaillait dans un restaurant de ce village-là, mais c'était un village tout paumé dans le Gard, dans le sud de la France encore une fois. Et j'ai vécu là-bas avec Luna pendant un petit moment. Et j'ai fait placer ma fille en foyer, en famille d'accueil. Et ensuite, j'ai fait des démarches d'adoption et des démarches d'abandon de l'autorité parentale de ma part. Et à ce moment-là, ça correspondait à une période où j'étais sous traitement très très lourd, donc pareil, pour cause psychiatrique. Donc j'arrivais pas du tout à gérer et mon enfant et les traitements et le fait d'être en appartement alors que moi tout ce que je voulais c'était me barrer encore. Enfin j'avais ce besoin en fait de partir quoi. Je voulais à tout prix être à la route quoi, être dehors. Et voilà, c'était plus fort que moi, ça a toujours été plus fort que moi. Donc lorsque tu as placé ta fille en adoption en quelque sorte, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce qu'il y a eu effectivement un gros choc parce que c'est quand même très difficile et puis est-ce qu'il y a eu quand même un soulagement dans le sens où tu te dis que voilà, tu donnes la responsabilité aussi à d'autres personnes? Il y a les deux, au jour d'aujourd'hui je suis toujours tiraillée entre les deux en fait. Il n'y a eu pas le choc, je dirais pas un choc parce que ça faisait plus de 6 mois qu'on en parlait, qu'on le préparait avec les éducateurs, c'est pas une décision. En fait les éducateurs en principe, leur travail est justement de faire en sorte que la mère et l'enfant restent ensemble et qu'il y ait toujours un lien entre la mère et l'enfant. Donc quand un éducateur, un juge, des inspecteurs, parce qu'ils sont plusieurs autour de la table à prendre une décision, acceptent la décision d'abandon d'une maman, déjà il faut savoir que c'est rarissime que ce soit une maman qui décide d'abandonner son enfant ou un parent. La plupart du temps, c'est les juges qui font des choix en fait. Les droits, là, moi, c'est moi de mon plein gré qui l'ai fait avant qu'un juge le fasse parce que je m'en occupais tellement mal qu'à un moment donné, on me l'aura enlevé de toute façon. Mais c'est moi qui l'ai fait de mon plein gré, donc j'ai eu le temps de m'y faire, c'est pas un choc. Par contre, c'est ton monde qui s'écroule. C'est comme si, en fait, ce qui est horrible sur le papier, c'est que clairement, je suis plus considérée comme sa mère vis-à-vis de la loi. C'est comme si j'avais jamais accouché, je l'avais jamais porté, je m'en étais jamais occupée pendant 2 ans, c'est vraiment, on t'efface totalement. Donc ça c'est affreux, même encore au jour d'aujourd'hui, plein de fois je pleure à cause de ma fille, ça m'arrive tout le temps de pleurer par rapport à Luna, je suis souvent très très mal par rapport à elle. Sur mon sac de rando, là, je sais pas si tu vois la petite peluche là, c'est Luna, tu vois, c'est marqué Luna dessus, voilà, elle est là, elle est partout dans ma vie. Mais oui, soulagement aussi, parce que je me dis, déjà, elle aura un papa et une maman. Moi, elle avait qu'une maman, et une maman totalement imparfaite, donc c'était déjà compliqué. Et en plus de ça, elle aura une qualité de vie que jamais j'aurais pu lui offrir. Jamais, 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 jamais. Même dans 10 ans, si je suis stabilisée depuis 5 ans, j'aurais pas la qualité que des parents adoptants peuvent donner.
en termes de qualité de vie, c'est des enquêtes très 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 longues, c'est des années et des années. En France, pour adopter un enfant, c'est très très long, c'est très compliqué. Je voulais passer à autre chose. Est-ce que tu as fait genre, je dirais des... tu as déjà été contre... Enfin, que la loi te cherchait en quelque sorte, parce que tu avais fait voilà, comment dire? Parce que j'ai déjà fait des choses illégales. Est-ce que tu as fait des conneries, comme ça? Oui, la drogue, notamment. J'ai consommé beaucoup de stupéfiants, j'en consomme encore. Je consomme que du cannabis maintenant, mais à l'époque j'ai consommé de tout. Donc j'avais eu, oui, quelques soucis vis-à-vis de la loi à cause de ça. Mais sinon, non, j'ai jamais fait de grosses conneries, j'ai jamais été quelqu'un de genre recherché, ou j'ai été qu'une seule fois en garde à vue et c'était justement par rapport à la drogue. Enfin, voilà. Ok. J'ai d'autres questions là qui me viennent en tête, du coup c'est quoi? Bah génial, nickel. Alors. Profites-en. C'est bon là, t'as mis? Oui, oui, ça tourne. Ok, alors. Tac, tac, tac. Ok. Donc en fait, effectivement, on va continuer sur le fait que tu sois dans la rue et que, voilà, alors ton ressenti en tant que femme, c'est sûr que dans la rue, c'est différent. Donc voilà, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur la place de la femme dans la rue? Comment elle agit en tant que femme là-dessus? Je peux te parler des difficultés qu'une femme va rencontrer plus qu'un homme dans la rue. D'accord. Alors ce ne sera pas du ressenti parce que finalement moi j'ai quand même été assez épargnée. Donc c'est pas mon ressenti personnel, c'est surtout des expériences que j'ai entendues d'autres meufs qui sont dehors. Et puis que moi ça aurait pu m'arriver, mais j'ai un sale caractère, donc ça m'a bien aidé. En gros, quand on est une femme dehors, la plupart du temps, il y a toujours des gars qui vont essayer, et il y a certaines femmes, ça leur convient très bien d'ailleurs, qui vont essayer de se mettre avec toi. C'est-à-dire que ça devient un peu ton mec de rue. Mais c'est pas vraiment ton mec, mais il fait croire à tout le monde que c'est ton gars, comme ça au moins t'as pas d'emmerde, tu vois. Et souvent les femmes SDF, elles traînent toujours avec un gars, le même gars, et c'est un peu... Il a un rôle bizarre en gros, c'est un peu son mec mais sans vraiment être son mec, tu vois. C'est un pote, mec... qui protège, tu vois, c'est voilà. Et ça, très souvent, les femmes, elles ont besoin d'avoir ce genre de gars. Moi, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu parce que dans mon passé, j'ai vécu des choses un petit peu difficiles et que je trouvais que ça faisait un peu pute, tu vois, le fait de... C'était un peu le Mac et sa meuf, quoi. Moi, j'aimais pas trop cette idée. Donc, j'ai souvent traîné en bande au début. Donc, en bande, effectivement, il y avait plein de mecs, mais il y avait plein de mecs. C'était pas juste un gars pour me protéger. Et une bande, c'est composé de... Enfin, voilà, c'est composé de chiens. Du Mans, il y a les chiens. Ah ouais, ça c'est très intéressant ça. Ça c'est les chiens. Tu peux nous dire un peu comment ça se passe en fait là-dedans? Alors en parce gros, que juste excuse-moi. Vas-y, dis-moi. Parce que ce monde-là, nous on l'a que par rapport au film, par rapport à tout ça. Ouais. Et on n'a pas du tout de la vérité là-dessus. Et alors que toi tu l'as vécu et j'aimerais que tu me dises un peu là-dessus. Alors c'était au tout début que j'étais dehors, c'était à mes 18-19 ans. Maintenant je fonctionne différemment, je fonctionne toute seule. C'est-à-dire que quand je trouve un calage pour dormir le soir, je dors seule. À l'époque... Un calage? Un calage, ouais. Un lieu, un squat, ça peut être un bâtiment abandonné. Il y a du vocabulaire en fait. Ouais, il y a du vocabulaire. C'est un monde, c'est incroyable. En fait. C'est un peu... Bah, bon, j'avoue que le calage, je pensais que c'était connu quoi. Ouais, peut-être. Je sais pas. mais oui, il y a un certain vocabulaire. Genre un squat par exemple, c'est un endroit à l'abandon où on peut dormir. Bref, il y a la zone, enfin, il y a tout un tas de vocabulaire. Est-ce que tu peux d'abord nous dire un peu comment ça se passe dans cette bande et après nous dire un peu de mots de vocabulaire, tout ça. Quand on est en bande, moi il faut savoir que j'étais à Digne-les-Bains. Donc Digne-les-Bains c'est dans le 04. Quand ça exactement? Ça j'avais, quand j'ai commencé j'avais 16 ans. D'accord. À aller fréquenter cette bande-là. Et après, au bout de 6-7 mois, la bande s'est éclatée. Et moi, je suis partie avec Bébert, qui était un de mes premiers amours. Je suis partie en fugue. Et je suis partie pendant très très longtemps. J'ai fait une très grosse fugue. Mais avant ça, avant qu'on parte, et d'ailleurs avec notre chien, donc pour en revenir au chien, à Digne-les-Bains, c'était une bande d'SDF. Il y avait à peu près 12 chiens pour 8 humains. Ah oui. Voilà, donc c'est te dire si la place du chien était beaucoup plus importante que nous. Pour 8 personnes. 8 personnes, voilà. Il y avait une fille qui en avait 2, un gars qui en avait 3,
Et après, les autres, ils en avaient tous un. Bébert, il avait Tequila à cette époque-là, il n'en avait pas d'autres. Ouais, tout le monde avait un chien après, dans la bande. Et pourquoi est-ce que souvent, ce type d'SDF-là, qu'on appelle souvent les punks à chiens, alors c'est vrai qu'ils avaient un style un peu punk, mais ils sont pas forcément punk du tout, mais on les appelle souvent comme ça, les punks à chiens. Pourquoi ils ont des chiens? Parce que de une, le chien, ça te protège. Si t'as des agressions, s'il y a des gens qui sont agressifs avec toi, t'as un chien. Pour une femme aussi, c'est très important. Moi, souvent, on me dit oh, mais t'es seule dans la rue, t'as pas de chien, mais comment tu fais? Tu vois, moi, j'ai souvent ce genre de réflexion, et c'est vrai, je pense souvent que je serais bien mieux avec un chien. Mais donc, la première chose, c'est que ça te protège. La deuxième chose, c'est qu'en hiver, ça tient chaud, un chien. Ça réchauffe de ouf. Même si tu dors pas contre lui, si tu le mets dans ta tente avec toi, ou si tu le mets dans ton squat avec toi, ça réchauffe de fou. Un chien, la pièce. La troisième chose, et la plus importante que tous les SDF connaissent, mais que vous connaissez pas, c'est qu'un flic, quand il t'arrête, si t'as un chien, il est obligé, s'il veut t'embarquer au commissariat, d'avoir une salle pour accueillir ton chien. Donc, il nous sauve de certaines, de certaines petites interpellations, tu vois. Genre, on ne peut pas nous foutre en garde à vue si on ne peut pas accueillir le chien. Donc, ça aide pas mal, ça. Enfin, voilà, pour plein de trucs. Un chien, c'est un compagnon, comme on parlait de la solitude. Même si t'es pas avec un être humain, tu te sens moins seul quand t'es là et que t'as ton chien, tu vois, ça réconforte, voilà, c'est un vrai lien. Un SDF avec son chien, il y a souvent des gens qui pensent que les SDF s'en occupent mal, qu'ils devraient pas avoir de chien parce qu'ils peuvent pas leur donner à manger, des trucs comme ça. Moi, j'ai souvent entendu ce genre de choses aberrantes. En vrai, moi, je vais vous dire, quand t'es dans la rue, que t'as un chien, les gens, quand tu fais la manche, ils te donnent plus. Moi, j'avais des placards remplis de croquettes, de pâtés, de tout ce que tu veux, des grosses boîtes comme ça. Ils te donnent plus pour le chien que pour toi. Donc, un SDF qui s'occupe pas de son chien, qui le laisse crever la dalle, c'est parce que juste c'est un connard. Il a pas envie de s'en occuper de son chien. Mais en vrai, quand t'es dans la rue, ton chien, mais t'en prends un soin. Moi, tous les SDF que je connaissais, leurs chiens de une, ils étaient super bien dressés. Et quand je dis super bien dressés, c'est sans laisse. C'est le chien, tu lui disais au pied assis, il était là. Il n'y avait pas de laisse, il n'y avait pas de je te reprends, je te cours derrière. Combien de gens on les voit en laisse dans la rue en train de galérer avec leur chien? Les SDF, ils dressent le chien de fou parce qu'il est tout le temps avec, tout le temps dehors, donc confronté à d'autres animaux, confronté à d'autres personnes, très sociable. Enfin voilà, c'est très important le chien. Et j'avais juste une question pour revenir au fait qu'effectivement, lorsqu'un policier t'interpelle d'avoir une salle pour ton chien, est-ce que, tu dis que ça peut sauver un peu, est-ce que c'est parce que lorsque le policier arrive, il se dit que t'as un chien? Est-ce que du coup, c'est compliqué de... C'est ça, du coup ça leur complique la vie en fait. Au niveau, je pense que c'est des papillards aussi à faire en plus. Mais souvent, tu sais, les SDF, quand ils sont un peu bourrés le soir ou quoi, ça s'échauffe, il y a des gens qui appellent la police. Et les flics, ils arrivent et là, tu vois 4 chiens, tu vois 3 SDF complètement morts. Forcément, les flics, ils ont qu'une envie, c'est d'embarquer tout le monde, de les mettre en cellule de dégrisement et calme-toi. Et quand tu vois le chien, ils peuvent pas trop parce que voilà, c'est plus compliqué. Donc ils vont calmer le jeu, bien sûr. Ils vont demander au gars de se barrer. Mais généralement, ils vont pas l'embarquer au commissariat ou en cellule de dégrisement. Donc voilà, ça peut aider. En tout cas, ça a sauvé plein de potes. Et est-ce que donc, toi, t'as déjà fait t'as déjà été en cellule de dégrisement? Alors, des cellules de dégrisement, non, jamais. Mais j'ai déjà fait une GAV, garde à vue. D'accord. Tu peux nous dire comment ça se passe? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Donc moi, il faut savoir que je te l'avais dit, c'était pour des faits de drogue. Si tu veux, en plus, c'est aberrant ce qui m'est arrivé. Tu me diras si tu es d'accord avec le flic, mais franchement, c'était vraiment nul ici. J'étais en train de faire la manche sur les Champs-Élysées, Clémenceau, devant la station de métro. Et là, je vois un mec, donc il faut savoir que quand on fait la manche, on est assis. Donc, je suis assise par terre, tu imagines bien que quand tu as des gens qui passent, je suis à peu près à la hauteur de tes hanches. Je vois à peu près les hanches des gens passer devant moi, tu vois. Et là, je vois un mec passer, qui avait une veste qui était comme ça, là, avec une flingue, une arme, un pistolet, mais pas un vieux truc, quoi, un truc de Jones, quoi. Il avait ça là, et je vois son regard, il voit mon regard, et il cache, tu vois, le truc. Donc je me dis, oula, c'est bizarre. On était un 13 juillet. À 23h. Donc le lendemain, c'est le 14 juillet, tu sais, le défilé national. Champs-Élysées, Clémenceau. Moi, j'ai un pétard à la main. Je calcule 2 secondes, je pense pas à mon pétard. Je calcule 2 secondes que le type vient de rentrer dans la station de métro, qu'on est presque minuit du 14 juillet, avec les risques d'attentat et tout, c'est peut-être débile, mais je me suis dit, c'est chelou, il y avait un commissariat derrière, je vais prévenir les flics. Et là, je vais prévenir le flic se ramène, il y en a un qui part en courant, qui va interpeller le gars dans le métro, que je lui ai écrit en 1 seconde, en un quart de seconde. Il y en a qui me met sur le côté et qui me dit, oui, par contre, mademoiselle, vous fumez. Et donc, il m'interpelle pour mon bédo.
Il me demande si j'en ai, donc je lui explique que oui, j'en ai une boulette sur moi. Je lui donne directement la boulette, je planque pas, je sais pas de faire genre ou quoi. Je lui donne la boulette, je lui dis que j'ai mes affaires de manche qui sont plus loin, vu que j'avais été les prévenir que le mec qui rentrait. Donc je lui explique que je fais la manche, que j'ai pas ma carte d'identité sur moi à ce moment-là. Elle était dans une auberge de jeunesse parisienne. Et pour le coup, je lui dis que je me suis prise une nuit en auberge de jeunesse et que ma carte d'identité elle est là-bas, qu'on peut aller vérifier, elle est à 5 minutes à pied. Hein. Le gars me dit ah bah non, vous avez pas vos papiers, vous fumez du cannabis, vous allez en garde à vue. Voilà. Alors qu'à la base, je le prévenais quand même qu'un mec armé rentrait dans le métro. Et j'ai fini 15 heures en garde à vue pour ça. Et donc comment ça s'est passé à l'intérieur voilà. Alors au début, t'attends beaucoup, c'est très très long au départ. Donc on a commencé à faire là le fait que j'allais être en garde à vue, on a commencé vers 23h30, c'était passé une demi-heure avant que je rentre dans le commissariat. À 23h30 je rentre dans le commissariat, j'attends pendant une demi-heure, une heure qu'on me fasse passer et qu'on m'interroge. Donc t'as un premier interrogatoire où on va te demander qu'est-ce qui s'est passé. Donc là moi ça a été très rapide parce que il y avait plein de flics qui étaient devant moi, donc il n'y avait pas grand chose à faire, tout le monde avait vu ce qui s'était passé en fait. Donc les mecs me disent par contre vous avez plus de grammes, la boulette elle faisait plus de 2 grammes, donc on va vous garder. Voilà, donc là ils me gardent pour de une cette boulette qui faisait plus de 2 grammes et de deux une mise à disposition. Ouais, si c'est moins de 2 grammes généralement ils vont le jeter et ils vont pas le notifier dans un dossier, parce qu'en fait ils vont te le mettre sous scellé après, sous clé. Donc ils sont obligés d'ouvrir un dossier quand ils font ça et ça c'est plus de 2 grammes. Moins de 2 grammes ils ouvrent pas de dossier en principe. Très bien. En principe, à moins que ce soit vraiment un flic qui soit méga chiant et qui veut ouvrir un dossier pour 0,3 grammes, mais c'est plus jamais vu. Quoi. Les mecs ils vont le jeter, dans ce cas-là, ils le jettent devant toi pour que tu vois bien qu'ils vont pas le prendre non plus, hein, parce qu'il y a des cas de policiers qui peuvent quand même en prendre. Donc en principe tu lui demandes, moi clairement, hein, quand quelqu'un, un policier ou quoi, j'ai un truc et qui me dit ok on fait rien mais on le jette, je lui dis d'accord mais devant moi, vous l'écrasez devant moi. Je veux le voir faire, au moins je suis sûre qu'il l'a pas pris, tu vois. Donc voilà, donc en principe ils font ça. Moi là c'était pas le cas parce qu'il y en avait plus, donc ils ont ouvert un dossier. Et en plus mise à disposition parce que j'avais pas ma carte d'identité. Donc ça veut dire qu'ils devaient vérifier mon identité. Et c'est ça qui a pris en fait un ton monstre. C'est-à-dire que s'ils m'avaient juste interpellé pour mes plus de 2 grammes, j'étais partie peut-être 3 heures après du commissariat, c'était fini, j'ai mis une déclaration, il n'y avait plus de problème. Mais là, vu que j'avais pas ma carte d'identité sur moi et qu'ils voulaient pas aller vérifier à l'auberge de jeunesse qui était juste à côté du commissariat, ils voulaient pas y aller, ils m'ont fait galérer mais pendant 14 heures entières en fait. En gros, ils m'ont foutu dans une cellule, et pas une cellule de dégagement, du coup, une cellule normale. Au début, j'étais toute seule dedans, tout va bien, sauf que nuit du 13 juillet. Donc déjà pour me foutre dans la cellule, il faut savoir qu'ils m'ont transféré. Donc je suis arrivée dans la cellule, il devait être, je sais pas, 1h30, 2h du matin déjà, tu vois. Ils m'ont transféré de commissariat. Le commissariat où j'avais été arrêtée, c'était un commissariat qui n'avait pas de cellule dans le 8e arrondissement. Ils m'ont mis dans un autre commissariat, donc on est parti dans un camion et tout. Attention, quand les mecs qui venaient, on est parti dans un camion, on a été vers le commissariat. Donc ça, il devait être 2h du matin par là. Et donc j'ai demandé à passer un appel, j'avais pas le droit. J'ai demandé à fumer une cigarette, j'avais pas le droit. C'était vraiment la galère. Et donc l'autre commissariat était où dans le 8e aussi, pas très loin. Pas très loin du Champs-Élysées-Clémenceau, mais j'ai pas du tout l'adresse exacte. Voilà. Et donc ils m'ont mis encore en salle d'attente au départ, le temps qu'une dame monte mon dossier. Et la dame, quand elle a vu que genre pourquoi j'étais là, elle a dit à son collègue devant moi mais c'est n'importe quoi, on est le 13 juillet, on n'a pas que ça à faire, il va y avoir du monde dans la nuit. En gros ça la faisait chier que je sois là, mais vraiment. Bon, le dossier il était fait, elle avait pas le choix, elle me dit de toute façon c'est comme ça, donc elle me met en cellule. Elle attend que son collègue il parte et tout. Et vers peut-être 2h30, 3h, elle vient me voir, elle me fait viens. Elle me sort de la cellule, elle me donne une cigarette, elle me donne mon téléphone et elle me dit t'as le droit d'appeler ou d'envoyer un texto à une personne. Et le lendemain, le 14 juillet, j'étais avec Martial Bétirac. Je devais partir à un de ses concerts qui était à Avord, donc hyper loin. Il était déjà 3h du matin, je ne savais pas quand est-ce que j'allais être libérée. Donc mon appel, ça a été à Noémie, qui était la team Martial, en gros, la chef de la team, pour lui dire écoute, je suis le commissariat, je ne serai peut-être pas à Avord demain, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc voilà, c'était assez drôle. J'ai fumé ma clope, je suis repartie en cellule. Et là c'est ma première. Donc ta première garde à vue, c'est vraiment. C'est un monde qui s'écroule, quoi. Je parle de ça, c'est il y a pas longtemps pourtant. Mais tu commences à. Déjà, t'es pas bien. T'es dans un endroit, ça pue, c'est sale.
tu peux pas toucher des couvertures, tu peux pas toucher le sol parce que tout le monde sait très bien que c'est rempli de microbes, il faut pas, tu vois. S'il y a une couverture, mais c'est la couverture, il faut pas la toucher. Et donc pour le coup t'es super mal. Et j'étais toute seule au départ dans ma cellule et il y avait des mecs qui étaient dans une cellule juste à côté communicante. Et je commence à pleurer. Et il y a un gars, il me dit ah c'est ta première fois et tout à travers la cellule et j'étais vraiment trop pas bien. Et donc pour le coup bah il a essayé de m'aider un peu, tu vois, il me parlait, ça me faisait du bien, mais vraiment ça me faisait vraiment beaucoup de bien, il me soutenait de ouf. Je pense qu'il avait dû faire des très grosses conneries parce qu'après il a été en prison. En fait il m'avait filé son numéro de téléphone et il m'avait dit tu m'appelles quand tu sors, tu sortiras avant moi. Et quand je l'ai appelé, bah, pas de réponse, quoi, un répondeur, et je pense qu'il était en tôle, qu'il y est peut-être même encore au jour d'aujourd'hui, j'en sais rien. Mais en tout cas, il m'a beaucoup aidé, j'étais très mal. Et je commençais à faire des crises d'angoisse, j'étais super fatiguée, mais j'arrivais pas à dormir, et je pleurais tellement, et j'angoissais tellement que j'étais vraiment très mal. Et j'ai demandé à aller voir un médecin, ça, il devait être 4h30, 5h30 peut-être même, quand j'ai demandé à aller voir le médecin. C'était encore la nuit, 5h je pense. Et lui, justement, le mec qui m'avait parlé, il y a été aussi avec moi parce qu'il devait faire un examen. Et il y avait un autre gars aussi avec nous. Et genre, on nous a menottés, même moi, hein. On m'a menotté avec des énormes chaînes. Et on m'a menotté dans le camion, ouais, des gros trucs. C'était pas des menottes normales. C'était un truc que tu pouvais tirer, tu vois. C'était pas les petites menottes de base qu'on te met derrière le dos, quoi. C'est vraiment la menotte, la grosse menotte où tu peux tirer la personne. Et ben on nous a mis ça, et on nous a mis dans le camion, et après on nous les a enlevés et on nous a mis des menottes normales. Mais pour partir dans le camion, on avait un gros truc énorme. Moi j'avais trop l'impression d'être une criminelle. J'ai rien fait, j'ai juste fumé un joint, quoi, devant un commissariat. Et donc voilà, donc on a été chez le médecin. Le médecin du travail, je leur ai expliqué que j'avais tendance à faire des crises d'angoisse et que j'étais souvent sous traitement assez fort. Pour le coup, elle m'a donné le truc le plus fort qu'ils avaient, mais ils avaient pas grand chose, tu vois, là-bas. Et c'est là, médecine judiciaire, ça s'appelle, ou un truc comme ça. Ça avait un nom spécial quand on y a été. Et après, bah, retransfert dans le camion et dans la cellule. Et toute la matinée, ça a été bah, je te sors de la cellule pour t'interroger, pour te demander où est-ce que t'habites, parce que genre j'avais une ancienne adresse à Pont-Saint-Esprit dans le sud. Donc ils ont dû envoyer le commissariat de Pont-Saint-Esprit, vérifier si c'était vraiment mon nom sur la sonnette, interroger mon voisin pour être sûr que ce soit bien moi, tu vois. Alors que ma carte d'identité, elle était à 5 minutes, encore une fois. Ils n'avaient pas besoin de faire tout ça, tu vois. Et donc voilà, et après le matin je leur dis, bah je sors quand ? Ils disent, bah, tu peux pas sortir. Je fais, bah, pourquoi ? Bah, parce qu'on est dans le 8ème, donc Champs-Élysées, il y a le défilé des Champs-Élysées. C'est le 14 juillet, tu sors pas avant la fin du défilé. Le défilé finissait à 14h. Je suis sortie vers 14h30. Voilà, c'était l'horreur. Franchement, c'était l'horreur. Ça m'a passé l'envie de vouloir faire des conneries. Donc en tout, t'as passé du coup... Presque 15 heures. De 23h30 à 14h30. Ouais. Voilà. Ok. Oh, c'est super intéressant parce que ça, tout ce monde-là, connais pas forcément, enfin en tout cas moi, voilà, je t'interroge, je connais pas tout ça. Et c'est intéressant parce que, voilà, ceux qui n'ont jamais fait comment dire, de garde à vue, bah, c'est sûr qu'on se dit que c'est pas, enfin, c'est quelque chose de très difficile, qui est très sombre. Ouais, ça mais lorsque tu me dis que par exemple un gars qui était à côté de toi et qui a essayé de te rassurer tout ça, ah grave, il m'a grave aidé ce mec, c'est pas, même la fliquette qui a attendu que l'autre y parte, qui m'a filé une cigarette, qui m'a laissé un appel, qu'elle a compris que j'étais désespérée, que je voulais vraiment, en fait je lui avais expliqué que j'avais un artiste à voir le lendemain et que je devais être à l'autre bout, dans le centre de la France le lendemain et que j'avais qu'un train, c'était le 14 juillet, donc les trains en plus tu en as pas beaucoup, tu vois. Enfin, c'était une galère et elle m'a vraiment beaucoup soutenue, elle a été super cool aussi. Donc c'est drôle, cette différence entre les policiers, enfin la différence de perception de fou. Par rapport à ce que tu as fait et voilà. De fou. Il y en a un, c'était le bout du monde pour lui et elle m'a dit, la flic elle m'a dit, mais lui il déteste tout ce qui a trait au cannabis, donc forcément ça l'a... Il a vu que j'avais un joint, il m'a saqué quoi, direct, alors que... S'il n'y avait pas mort d'homme, c'était pas le truc le plus grave. En plus, un 13 juillet, à la fin, ce que je te dis pas, c'est que j'étais pas toute seule dans ma cellule aussi jusqu'au bout. Genre, j'étais toute seule dans ma cellule jusqu'à peut-être 2h du matin. À partir de 2h du matin, il y a des meufs qui sont venues et tout, il y avait plusieurs personnes. Donc à la fin, on était 3 ou 4 dans la cellule. 4 peut-être.
Et c'est stressant, c'est angoissant, tu sais pas pourquoi elles sont là, tu sais pas ce qu'elles ont fait, toi t'as juste fumé un joint quoi. C'est pas... C'était pas... Voilà, je me faisais pas ma maline, hein, vraiment pas. Ok. Du coup, ça c'est super intéressant tout ça, parce que ça permet de voir un peu que, par rapport même aux organisations de l'État, où il y a une des réflexions entre les policiers, et c'est très intéressant de voir que, bah oui, il y en a qui ont plus ou moins l'habitude de voir des choses comme ça, et qui réagissent de manière un peu plus réfléchie, ou même, peut-être pas assez réfléchie justement. Ça dépend. Voilà. Ça dépend du point de vue, en fait. Ça c'est super intéressant. Ils n'ont pas tous le même point de vue, ouais, ça c'est sûr. Tu peux tomber sur un flic avec un pétard et va rien dire. Bah, par exemple, il y a une semaine, j'étais sur le col d'Ibardine, je t'ai dit. J'avais pas de carte d'identité. En ce moment, j'ai plus de carte d'identité, je l'ai perdue. Donc la seule justification d'identité, c'est justement grâce à cette garde de vue-là, parce qu'on m'a fait faire mes empreintes et tout le bordel. Donc je donne ma carte vitale. Et je dis au flic, écoutez, je suis fiché chez vous en fait. Et donc il vérifie mon identité grâce à la garde à vue dont je te parlais juste avant. Et donc là, la semaine dernière, il y a une dame qui appelle les flics. J'étais dans une chapelle à Urugne, dans les Pays Basques. Et j'avais posé ma tente là et tout, un endroit magnifique. Et une dame appelle la police en disant qu'il y a une mineure en fugue qui campe à la chapelle. Donc déjà, elle m'a rien demandé du tout, hein. J'ai jamais dit que j'étais mineure et encore moins en fugue, tu vois. J'ai 25 ans quand même. Donc les flics arrivent le soir tard, super tard, vers 23h. Moi, il faisait tout sombre, j'étais dans ma tente, posée, en train d'écouter de la musique ou un truc, tu vois. Et de fumer mon joint en plus quand ils arrivent. Et ils disent, ils mettent la lumière, une énorme lumière sur la tente, ils disent vous inquiétez pas, c'est la police. Donc direct, ils t'annoncent, tu vois, qu'ils sont là. Donc moi, j'ouvre ma tente, je dis oui, bonjour. Ben voilà, on a eu un signalement d'une dame comme quoi vous êtes mineur et que vous êtes là. J'ai dit bah alors j'ai pas de papier, je suis vraiment désolée. Donc je lui montre ma carte d'identité, je lui dis par contre je suis fichée, ma carte vitale, et je lui dis par contre je suis fichée chez vous, donc en principe vous pouvez me retrouver facilement. Il appelle son collègue, la centrale et tout, il me retrouve en 2-2, donc pas de souci, il me rend ma carte vitale. Et là, un Roland d'odeur de cannabis qui lui arrive dans le nez. Et il fait mais vous en avez là sur vous? Parce qu'on parlait de ça juste avant, justement, pourquoi j'avais été au commissariat. Et donc je lui dis bah oui, j'étais en train de fumer. Et il me dit vous avez quoi? Et donc je lui montre le joint que j'étais en train de fumer. Il me dit vous avez autre chose? Et j'avais roulé 2 joints. Je lui montre les 2 joints que j'avais roulés. Il me dit vous avez encore autre chose? Je lui dis oui, une petite boulette. Il me regarde, il me fait bon, vous savez quoi? Reprenez tout ça, me le montrez pas. Et il s'en va. Et ils m'ont tout rendu, jusqu'à mon mégot que j'étais en train de fumer, ils me l'ont rendu. Moi j'osais pas, j'étais là en train de leur donner, tu sais, en mode non mais tenez, genre prenez-le, c'est bon. Non, ils m'ont tout rendu, ils m'ont rien fait quoi. Ils sont repartis. J'allais me... Ah oui, ça y est, je suis con. C'est tellement intéressant. Non, vraiment. Hein. Hey, bon, je me récupère dans la chambre de Greg, comment ça fait bizarre. Bon, on est sur son projet, sur son récit de vie là. C'est assez intense, assez particulier, c'est chouette de pouvoir reparler un peu de toutes ces expériences de rue que j'ai vécues, parce que j'en parle pas souvent et ça me fait penser que je pourrais peut-être vous en parler aussi ici sur YouTube si ça vous intéresse. Faut savoir que j'ai beaucoup vécu à la rue, j'ai été à l'aide sociale à l'enfance quand j'étais jeune, donc j'étais en foyer, j'ai fait de très 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 longues fugues et vous connaissez mon passé, la thématique de mon passé, les difficultés, et pour le coup au jour d'aujourd'hui c'est vrai que ça m'a un peu forgé et c'est un peu ça qui fait que maintenant j'apprécie cette vie de route et cette vie un peu à la route, à faire un peu n'importe quoi. Et donc pour le coup ça me fait très plaisir d'être ici et de pouvoir participer à son récit de vie, c'est un truc de fou, je trouve ça super intéressant. Et puis je rencontre des gens super cool, moi j'ai jamais été à la fac de ma vie, donc je découvre vraiment un milieu assez ouf, c'est vraiment sympa. Là, c'est leur petite cuisine. Bon, c'est tout en bordel, hein, mais voilà. Et je sais pas, on est bien là. On est bien, je trouve ça chouette. Là, on fait une petite pause. Il a été se faire couper les cheveux, monsieur. Et puis, que vous dire? Pas plus. Je voulais juste vous partager ça. J'ai plein d'expériences, en fait, à partager avec vous. Et pourquoi pas faire ces récits de vie aussi sur YouTube. En tout cas, là, on filme depuis tout à l'heure. Donc si je peux sauver quelques parties, je vous les montrerai. Voilà. Bon, je vais vous laisser la famille. Bisous.